Bonsoir, bienvenue à édition 10. Au sommaire, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté ce vendredi le bilan de ses activités réalisées pour le mois d'avril 2019. 57 dossiers ont été expédiés à la direction générale, dont des cas d'agression physique, de menaces de mort et de perte d'armes, a précisé le commissaire Jean-Claude Benjamin, le porte-parole adjoint de l'IGPNH. Pour cette période, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a recommandé la suspension de 11 policiers et la mise en disponibilité de 5 autres selon le commissaire. Nous avons pour moi avril 57 enquêtes qui étaient ouvertes. Nous devons recevoir 42 plaintes. Nous devons recevoir 9 rapports d'instance. Nous devons faire tout 6 saisines d'office. 42 plaintes sur plaintes directes. Rapport d'instance, c'est un rapport qui sortit en dedans PNH dans les différentes directions, direction départementale et direction centrale. Et puis saisine d'office, c'est ça que l'inspecteur général au courant qu'a passé, ou bien il constate qu'a passé, et il saisit de lui. Ça fait au total 57 enquêtes qui étaient ouvertes au mois avril là. Dossier qui est signé et expédié au directeur général, le nombre de 57. Si on a comparé de janvier à jeudi, en janvier c'est 60 dossiers signés et expédiés au directeur général, en février c'est 45, en mars c'était 61, en avril c'est 57. Allégation de, en fait, qui était porté contre dossier que nous avons porté là, nous avons plainte pour agression physique, qui était au nombre de 8, nous avons plainte pour menace, qui était au nombre de 10, et nous avons tête d'armes, qui était 5, nous avons tout tir injustifié, qui était 5. Ça, c'était en partie, en fait, pour échantillon, dans plainte qui était portée contre policiers dans l'inspection générale pendant le mois avril là. Acte d'enquête qui était réalisé pour nous être capable de réaliser 57 dossiers expédiés au directeur général. En fait, acte d'enquête qui était réalisé pour ce dossier, ça a au nombre de 491. Donc, nous avons fait 141 convocations, nous avons fait 120 auditions, nous avons 10 confrontations, nous avons 12 déplacements, nous avons 14 médiations, nous avons 16 invitations, nous avons 12 levées de mesures conservatoires. Donc, c'est au nombre d'actes, en fait, c'est autant d'actes d'enquête qui est réalisé au cours du mois d'avril, qui fait. L'entreprise publique de promotion et de logements sociaux démarre avec le projet de logement pour des policiers, des infirmières et des enseignants sur le terrain Cinéas de la commune de Delma. Pour l'instant, des techniciens nettoient le terrain. Selon le directeur général de l'EPPLS, Yvon Busseret, pas moins de 600 appartements sont construits sur un espace de 5 hectares de terrain en un an. Président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, dans la campagne, c'est ici le président, policiers, infirmiers, enseignants, sont capables de permettre de gagner un logement décent pour le donner. Mais je dis là, nous avons un terrain, ça y est, le terrain Cinéas, qui est dans Richard Bonnière, à proximité par les municipales d'Elma, mais c'est démarrage, travail, construction, logement pour policiers, pour enseignants, pour infirmières, tant que promesse président t'est faite là. Nous avons un terrain d'Elma 33, nous avons un terrain SAS, qui c'est terrain Cinéas, nous avons l'autre terrain sous piste encore, et nous avons l'autre terrain à travers tout le pays pour travailler ça. Mais je dis, nous démarrer avec débroussaillage, nous avons nettoyé le terrain ça, pour travailler comme c'est qu'a fait là, et puis, après ça, pour nous faire plantation, route, et puis lotissement, et puis vraiment pour nous commencer avec construction de logement pour policiers, infirmières, avec enseignants, pour respecter les promesses président faites là. Ce travail a commencé jeudi. Nous avons 5 hectares, nous avons l'autre terrain encore qui est environ 20 hectares, nous avons l'autre terrain encore qui est 18 hectares, et nous avons un terrain à travers tout le pays. Le projet a commencé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais là, à travers tous 10 départements, construction, logement pour policiers, enseignants, infirmières. Ça est logement abordable. C'est pour tout fonctionnaire public, projet ça là, mais nous commençons avec 3 catégories ça, qui c'est policiers, enseignants, infirmières. D'après plan lotissement qui est déjà là déjà,
nous allons construire 600 appartements. Appartements avec 3 chambres à coucher, salon, salle à manger, galerie. Et nous avons un appartement tout, 2 chambres à coucher, salon, salle à manger, galerie. Et comme nous disons, c'est un village moderne, c'est un village qui a bien tout son besoin, a bien belle route, et pas petite route, petite belle route, a bien parking, non seulement pour chaque bénéficiaire, chaque famille, chaque appartement, mais a bien parking tout pour visiteurs, a bien terrain multi-jeux, multi-sport, a bien espace commercial, il y a bien système d'addition de potable, il y a bien réseau électrique, comme on dit, c'est vraiment un village moderne qui va le construire là. Et l'Office national d'identification annonce l'ouverture d'un centre d'appel gratuit au numéro 306 de l'avenue John Brown. Ce centre d'appel fonctionne 24 sur 24. En cas d'indisponibilité d'une personne, elle pourra composer 8822 sur son téléphone. Cet appel est gratuit. Un agent du centre d'appel facilitera à la personne d'avoir sa carte. Signature d'un partenariat aujourd'hui entre l'Association des maires de l'Ouest et l'organisation internationale World Vision Haiti pour le renforcement des actions en faveur de la lutte contre la violence faite aux enfants dans la société. Ce partenariat entre les deux entités devrait permettre de mieux accompagner les enfants ainsi que les jeunes de la société haïtienne. La solidarité entre les maires du département de l'Ouest est le principal socle sur lequel l'association est construite. Ce MOU facilitera pour sûr le respect de cette mission indispensable à la vitalité de l'organisation. Pour aboutir à tous ces résultats, le conseil exécutif de l'AMO prend le ferme engagement aujourd'hui, grâce à l'appui de la World Vision, premièrement, de doter chaque municipalité du département d'une arrêté municipale visant à renforcer les mécanismes de protection de l'enfant en fonction des thèmes de référence de la loi d'octobre 2001. Supporter la mobilisation des jeunes à travers des messages porteurs capables de contribuer à l'élimination de toutes les formes de violence envers les enfants. Accompagner la société civile dans la difficile mission de créer une conscience citoyenne responsable dans toutes les communautés de l'Ouest, intégrer dans toutes nos activités municipales des modules et aspects liés à l'amélioration des conditions de vie de nos enfants, mobiliser les financements nécessaires en vue de réaliser des projets capables de prévenir et de combattre toutes les formes de violence envers les enfants. Lancer une campagne départementale au niveau de toutes les mairies, de toutes les écoles, des églises et des OCD contre les violences envers les enfants. Le fait pour la World Vision Haïti de se rapprocher des maires témoigne de sa volonté d'adapter ses stratégies à partir des leçons apprises pour mieux coordonner ses interventions sur le terrain. Et l'organisation internationale World Vision Haiti a célébré ce vendredi le premier anniversaire de sa campagne de lutte contre la violence faite aux enfants, une occasion pour la directrice d'engagement public de l'institution Fédora Pierre-Louis de présenter les réalisations de cette initiative, une campagne menée sous le thème Ensemble en éliminer violence sous-timoniaux. En septembre dernier, avec le support de plusieurs journalistes, nous avons pu organiser des publi-reportages sur la question de la violence envers les enfants dans les écoles. Nous sommes heureux d'avoir signé et travaillé avec Special Olympics pour renforcer notre intention de cibler les populations les plus vulnérables. Cette première année de travail a aussi été marquée par des séances de formation durant lesquelles 950 enfants âgés de 6 et 14 ans et 720 jeunes de 15 à 25 ans ont été formés sur leurs droits. Nous avons été heureux de travailler en collaboration avec des leaders religieux, des organisations travaillant dans le domaine de la protection de l'enfant, notre staff, les leaders communautaires, des représentants municipaux,
des législateurs, des groupes de jeunes, des membres de la presse qui ont supporté nos efforts médiatiques à niveau local et national. Ces activités conjointes nous ont permis de recueillir jusqu'à présent 500 signatures soumises aux autorités locales des communautés concernées, afin d'influencer des actions concrètes visant à l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'année dernière, nous avons marché sur les pas de la tendresse et avons pu mobiliser 4 000 à 5 000 personnes, surtout au niveau des régions frontalières. Cette année, nous avons eu une campagne au cours du carême intitulée 40 jours pour les enfants. Une campagne qui s'inscrit sous l'initiative de la campagne globale de la World Vision. Cette campagne a servi de relance et a invité les groupes de jeunes et les groupes religieux à prendre position et à se joindre dans la lutte contre la violence envers les enfants, en organisant des journées de réflexion, des journées de prière, des concerts, des conférences débats. Tous ces efforts, cependant, ont été confrontés à plusieurs obstacles. Dans notre pays, par exemple, le châtiment corporel est étroitement lié à une pratique culturelle utilisée comme moyen de discipliner les enfants par ceux qui sont en charge de leur protection. De plus, nos consultations confirment une acceptation généralisée parmi les différentes parties prenantes de l'utilisation des châtiments corporels dans les écoles et dans la famille. Et puis sachez que la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti a réalisé ce vendredi une conférence débat autour du thème « Violence et ordre social en Haïti » selon Josué Vaval, professeur à la fac. Des membres du personnel administratif, des professeurs et des étudiants de la communauté universitaire ont pris part à ces discussions où l'accent a été mis surtout sur l'origine historique et les aspects structurels de la violence en Haïti. La journée d'études prétendent expliquer et proposer des réflexions autour de la question de la violence en Haïti. D'abord sur le plan historique, c'est-à-dire origine question ça, côté le sorti, qui sort de héritage de violence non héritée à travers construction société au 19e siècle, et également garder violence dans l'aspect réalité actuelle là. Dans ce sens, nous gagnons tout un ensemble de chercheurs, tout un ensemble de monde qui a réfléchi sur la question et également d'étudiants, de professeurs qui ont brassé l'idée pour comprendre effectivement côté sa sortie, qui genre violence dans lui-même, les caractériser et remplir toute une sphère dans la société haïtienne et à chaque moment, côté le tourner, son forme ou bien son l'autre. Discussion ça doit être faite dans plus sphères dans la société, dans l'école, l'église, capable de faire dans le groupe, dans l'association, voire à travers des groupes Internet, Facebook et l'autre. Ça, c'est une position concrète. Et également, nous devons tête nous comme des sujets qui participent dans la construction de la société et décider de dire qui réponse nous bail. C'est-à-dire qui réponse nous bail pour demain, pour nous capable de construire une société qui est différente de ça nous gagne aujourd'hui, pendant que nous connaissons, nous hériter d'un héritage qui sortit dans la violence depuis le 19e siècle. Et dans ce sens, nous pensons que tout ensemble questions ça, c'est des questions fondamentales qui ne peuvent pas résoudre dans une journée d'études, mais qui peuvent le projeter à travers d'autres journées d'études et qui peuvent le projeter à travers d'autres sites de réflexion que l'université, la faculté des sciences humaines, capable de poursuivre avec d'autres catégories sociales dans le pays. Autre sujet, le président du Sénat de la République, Karl Murakantav, affirme que les dispositions sont prises en vue d'organiser la séance en Assemblée nationale pour clôturer la première session ordinaire de la 4e année de la 50e législature le lundi 13 mai. Le sénateur Kantav se montre satisfait des travaux réalisés durant cette session. Il accuse les événements sociopolitiques d'être à la base du maigre bilan du GANCOR en termes de séance. Il y a le président Bodo qui est en route pour venir me trouver parce que nous devons nous asseoir autour de l'organisation de cette assise de cette Assemblée nationale devant et fermer la première session. Donc j'attends ici le président Bodo pour qu'ensemble, au niveau du bureau, nous puissions prendre les décisions qui s'imposent. Donc, formalité, évidemment, nous, comme dans la dernière année, il y a des mouvements qui sont bilan de Chamio. Non, bilan de Chamio, surtout au niveau du Sénat, et il faut nous dire que nous avons été défavorisés par les événements politiques qui se sont produits ces derniers temps.
Tout d'abord, il y a été le 6-7 février jusqu'à pratiquement fin mois de février. Et jusqu'à mois de mars, donc il y a des tirs nourris de temps en temps au niveau du Sénat. Donc, c'était un petit jour difficile la tenue de certaines séances. Et à côté de cela, je dis donc il y a des séances de contrôle qu'on fait de façon régulière. Et ensuite, il y a les mercredis orales, n'est-ce pas, et au gouvernement que l'on fait. Il se trouve que, il y a quelques temps, depuis que le gouvernement est tombé, un vacuum institutionnel, un vacuum gouvernemental, ça, l'identifiant défavorisé, donc fait que nous ne sommes pas capables de recevoir des ministres et des directeurs généraux au niveau de l'ancien Sénat. Donc, tout ça, lui, pratiquement diminué les capacités de production, non, et pas avoir de conséquences violentes. Donc, c'est ça que nous avons dit. Et pour le reste, pour les séances, nous avons voté la loi, etc., de temps en temps, nous avons un tir ici, donc il y a des tirs nourris ici de temps en temps. Depuis qu'il y a une insécurité, on connaît que le sénateur va présenter, pratiquement. Et moi-même, comme président, je suis venu, parce que c'est obligation de pour en tant que président, comme toujours présent. Mais, moi, pas comment des sénateurs exposés d'être tout ici. Donc, il y a plusieurs séances de consultation, plusieurs séances de contrôle que l'on fait. Et actuellement, nous avons presque 10 à 11 séances de contrôle que l'on fait déjà. Donc, nous travaillons, nous avons 2 fonctions, jusqu'à 3-4 fonctions, en fonction pour nous faire loi, on y a une fonction pour nous faire et contrôle, on a une fonction qui est juridictionnelle, en 4e fonction qui est une fonction de représentation. Donc, mes 2 fonctions essentielles, c'est faire loi, légiférer et deuxièmement contrôler. Donc, si je vais légiférer, parce que j'ai un problème de quorum, mais m'arriver faire contrôle là, même avec quelques sénateurs, et parce que son fonction, même j'avais fonction de légifération que lui. Donc, ça veut dire que, moi, pas satisfait, en fait, j'ai noté prévoir que, en fait, suivant objectif, nous n'avons pas atteint l'objectif là. Donc, on fixe peut-être non parce que, on dizaine de lois, n'est-ce pas, pour, ces choses-là, mais malheureusement, à cause du problème évoqué là, on va pas arriver, en fait, voter loi ça. Et le sénateur du Sud-Est, Dieu Piché Rubin, exhorte le pouvoir exécutif à soustraire le nom de Jean Roudy Ali du nouveau cabinet ministériel soumis au Parlement par le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Reconduit à la tête du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la présence de M. Ali ne fait pas l'unanimité au Sénat. Une telle décision permettra au chef du gouvernement de présenter sa déclaration de politique générale dans un climat politique plutôt serein, estime le parlementaire. Retirer ministre Ali comme ancien ministre de justice dans le gouvernement, ça, je pense que ça t'a pris une décision de sagesse. Ça va permettre qu'il y ait plus union entre collègues sénateurs, parce que il y a sous deux monde ou qu'à jouer un compromis, mais il y a sous l'autre, c'est difficile pour jouer un compromis. Donc, m'a dit, à l'exécutif là, au gouvernement, c'est très difficile pour que nous campions en face des collègues par rapport à penser que, ouais, là, il y a bien raison. Donc, nous pensons que c'est toute la nation qui prend note, et moi-même, moi, t'ai demandé que le gouvernement, il pas trop tard d'ailleurs, que tu as sorti l'autre communiqué et que tu as retiré dans la liste ministre, surtout ministre Jean Roudy Ali. Si au fait, il y a atteint ce consensus-là, il y a fait que nous avons une atmosphère qui est plus appropriée, je pense que nous pourrons avancer plus bien. Si tu fait ça, la permettre que vous ayez un compromis sur l'autre monde pour nous avancer. Bien entendu, nous, en démocratie, et nous avons un régime parlementaire, assemblée à éminemment politique, si le gouvernement vient 16 ou 17 sénateurs qui pourraient voter un gouvernement, moi je pense que l'important pour le protéger, mais moun qui pourraient voter le par exemple, pour pas mettre un collègue en face, un collègue qui a raison sur un point. Et puis sachez que la faculté des sciences infirmières de l'Université Notre-Dame d'Haïti a organisé ce vendredi une journée de réflexion sur cette profession en prélude à la célébration de la Journée internationale des infirmières observée le 12 mai. Le thème retenu cette année pour marquer cet événement est la profession infirmière, une voie faite pour diriger. Suivez. On ne peut pas comparer pour dire que dans quel échelon, dans quelle échelle qu'on pourrait vraiment se mettre. Ce qui est important pour les infirmières, quel que soit le pays,
il y a l'aspect responsabilité, l'aspect conscience professionnelle, l'aspect pratique, exercice de la pratique, donc dans un champ donné. Si vous arrivez dans un pays, n'importe d'ailleurs les infirmières haïtiennes qui sont à l'étranger, qui partent pour l'étranger après leurs études, travaillent très bien. Donc elles n'ont pas de problème, elles ont peut-être problème au niveau de certaines technologies, d'accord, mais pas normalement, essentiellement au niveau de leur pratique infirmière. Donc il y a une certaine considération, il y a un certain champ, il y a un environnement propice, il y a un environnement social qui entoure l'infirmière, qui encadre l'infirmière. Donc ce qui donne l'importance à la profession. La profession infirmière, c'est une profession noble. C'est une profession qui devrait avoir plus d'éclat parmi toutes les professions existantes. Donc, une voie faite pour diriger, là où il y a une infirmière, cela veut dire qu'il y a tout. Lancement du symposium de la santé par le gouvernement jeunesse d'Haïti ce vendredi 10 mai au Ciné Triomphe. Au cours de ce colloque, les discussions portant notamment sur des problèmes structurels auxquels fait face le système sanitaire haïtien. Des éléments de solution y seront proposés également, indiquent les organisateurs. C'est une initiative gouvernement jeunesse qui commence jeudi et qui finit dimanche 12 mai. C'est une initiative gouvernement jeunesse avec comme thème médecine moderne, médecine traditionnelle à la croisée des chemins. Comment la jeunesse peut s'impliquer pour un système de santé inclusif et équitable pour tous. Je dis c'est qu'à lancer ce symposium-là, nous avons jeunes avec nous, nous avons MSPP avec nous, et pour parler, discuter comment est la santé, système santé haïtien y est, et comment nous avons fait pour santé, pour la population haïtienne, qu'à jouer une santé en tout bon. Nous avons presque 100 jeunes avec nous, mais il y a 300 jeunes qui sont déjà inscrits. Comme c'est sur 3 jours, nous espérons que toutes les jeunes vont venir dans l'activité. Son espace que nous voulons créer pour les jeunes, côté où nous parler du système de santé haïtien, mais qui faille, qui vient là-dedans, mais comment la jeunesse n'a qu'à impliquer, soit du point de vue promotion de santé, soit du point de vue de sensibilisation, soit du point de vue implication même de la jeunesse. Son rôle, quel est son rôle, quel rôle la jeunesse a joué pour permettre une amélioration de notre système de santé haïtien. Demain, nous avons exposition pharmaceutique, démonstration scientifique, dépistage VIH, ainsi que nous avons tout exposition de plantes médicinales, côté nous apprendre vertu plantes, qui ça qui vient là-dedans, le bouillité, qui ça qui est fait, yo gen qui fait votre mal lavasser ou qui fait tête la fait mal lavasser, qui ingrédient, qui principe actif qui vient dans feuille ça yo, qui fait que yo ka gon effet bénéfique, un effet durable. Donc c'est ça en gros, et dimanche n'a bien avec nous n'a lancé 2 projets majeurs qui a clôturé activité à tout, et en même temps n'a bien pile panel sous santé, sous médecine traditionnelle, sous technologie, le rôle de la technologie, le rôle de l'information comme déterminant de la santé. Donc un pile bagaille pour nous découvrir, pour jeunesse là à apprendre pour système de santé haïtien. Et puis sachez que la 2e édition de Tech en Soleil est lancée aujourd'hui. Pour cette 2e édition, l'atelier accueille une 30aine de jeunes entrepreneurs des quartiers de Cité Soleil, de Bel-Air et de Martissan, venus discuter et apprendre des techniques de montage d'entreprises en lien avec le développement de la technologie. L'ambassade américaine et d'autres partenaires sont les initiateurs de ce projet. Pour le lancement, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sisson, dit quoi que la jeunesse est la plus grande richesse du pays. L'entrepreneuriat a une possibilité pour tout le monde, pour les jeunes de développer indépendance, autosuffisance, résilience. L'entrepreneuriat, c'est une clé pour l'avenir pays haïtien. Pour les jeunes de Bel-Air, Martissan et Cité Soleil, d'offrir plus d'alternatives pour renforcer la capacité de l'entrepreneuriat, de renforcer les réseaux entre les jeunes entrepreneurs et de stimuler une vraie discussion. Comment est-ce qu'on fait la promotion de l'entreprise? Comment est-ce que les jeunes entrepreneurs vont réussir? Parce que c'est un moment difficile pour la jeunesse ici.
Mais l'avenir, comme tu dis, d'Haïti, c'est la jeunesse. Mais en façon pour accompagner, c'est une possibilité pour rencontrer des entrepreneurs et qui devant eux, en termes de connaissances, de savoir-faire, d'accès au marché. C'est accompagner eux, permettre eux, et leur problème pour eux prendre contact avec entrepreneurs à travers une formule de mentoring, côté que ils connaissent que ils doivent adresser aux entrepreneurs pour aider à résoudre ou bien passer au pas. Si on va présenter une demande de crédit dans une institution, ils sont capables de préparer une demande de crédit avec l'entrepreneur. Donc, l'idéal, c'est faire connexion et à travers le week-end là, et permettre de joindre des mentors et continuer à accompagner dans ce sens-là et permettre qu'au fur et à mesure de développer un leadership dans les quartiers, parce que l'idéal c'est qui ça? C'est pas simplement former entrepreneur pour former entrepreneur, mais que l'entrepreneur là un ancrage dans le quartier côté l'IA et permettre que lui développer même bagage que fait pour l'IA avec de l'autre monde autour de lui. Et voilà, c'est la fin de l'édition 10 pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bon week-end à tous.